prenons le temps à présent de revenir sur le sommet sur l'intelligence artificielle qui vient de se dérouler à New Delhi. Il a beaucoup été question de souveraineté, mais avec quelles conséquences, quelles décisions ont été réellement prises? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec notre invité, Pierre Bécouche. Bonjour. Vous Bonjour. êtes professeur émérite en géographie et membre de l'Observatoire de l'intelligence artificielle à Paris 1. Je vous remercie beaucoup de nous apporter votre regard donc, pour qu'on comprenne mieux quel était l'enjeu de ce sommet et ce qui a été abordé. On devait parler beaucoup de souveraineté. Est-ce que vous croyez, vous, quand on parle de souveraineté et d'intelligence artificielle, que c'est possible, que quand on voit la place qu'ont les entreprises privées, on peut ne pas dépendre d'entreprises américaines et chinoises, par exemple? Vous avez tout dit, hein. C'est exactement ça. Non, c'est ça? La réponse est non, parce que vous avez ces deux problèmes-là. D'abord, l'avance énorme qu'ont pris les États-Unis et la Chine. On sous-estime la progression chinoise, mais elle est énorme. Et le deuxième problème, c'est effectivement la puissance des entreprises sur les pouvoirs publics. Alors, dans la régulation, on ne dit même plus qui va réguler. La régulation, sous-entendu, c'est une régulation publique, mais là, compte tenu de la force des firmes, on se demande si un sommet international de chefs d'État sur la régulation de l'IA peut déboucher sur quelque chose de concret. Et d'autant plus que les États-Unis l'ont rappelé, sont fermes et ils ont rejeté toute gouvernance mondiale de l'IA. Avec quelles conséquences? Les conséquences, c'est ce qu'on voit. Ben, les conséquences sont bonnes et mauvaises. Et elles sont remarquablement bonnes. C'est ça qui pose problème. Ce qu'apporte l'IA à toute une série de secteurs d'activité est tellement énorme et inattendu qu'on se dit qu'il n'y a pas besoin de régulation puisque ça fonctionne. Vous voyez, et c'est énorme, hein, l'avancée de l'IA, par exemple, dans les sciences médicales, c'est radical. Et même les avancées des systèmes LLM que chacun connaît, puisque tout le monde utilise ChatGPT maintenant, ou Claude ou d'autres. C'est quelque chose que les producteurs de cette innovation ne prévoyaient pas il y a quelques années. Il y a 3-4 années, ils ne prévoyaient pas ça. Le LLM était prévu, c'est un protocole de lecture de vos fichiers informatiques, pour traduire, faire de la traduction automatique du français à l'anglais, de l'anglais au chinois, etc. Et c'est chemin faisant que les entreprises se sont aperçues de l'étendue des effets de cette innovation-là. Donc vous voyez que si des firmes qui développent l'IA, et notamment le LLM, découvrent il y a 2, 3, 4 ans ce qu'ils peuvent faire de leur outil, vous imaginez à quel point on est loin d'anticiper tout ce qui va se passer dans ce domaine. Ce que vous nous dites, c'est que ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de répondre aux questions existentielles que soulève l'intelligence artificielle. Même pas de répondre, de poser les bonnes questions. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire humaine d'un tel tournant anthropologique. Et je fais partie, je ne suis pas le seul à le dire ça, mais des gens qui disent qu'on est face à un tournant anthropologique majeur, pas simplement un tournant technique ou économique. Donc c'est vraiment un rapport de l'homme à lui-même, à la société, au développement en général et à la culture qui est en train de se passer. Et la caractéristique de ce tournant anthropologique, c'est effectivement sa vitesse. Il y a deux caractéristiques terribles. La vitesse qui rend notamment la régulation très compliquée, puisque pour réguler, il faut voir les choses à 10-20 ans. Personne ne peut voir à 10-20 mois. Et la deuxième très grande difficulté, c'est que pour la première fois dans notre aventure humaine, 400 000 ans ou 1 million d'années, selon, l'organisation sociale se met à répondre à la logique langagière des algorithmes, qui est le nombre, alors que nous sommes structurés par les mots. Et donc, on est face à une nouveauté qu'on a du mal à prendre en compte. Qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas l'outil, alors qu'on pouvait comprendre éventuellement l'écriture. Certaines mutations ont été comprises facilement par l'homme. Oui. Là, on ne maîtrise pas, on ne comprend pas cet outil-là et on ne comprend pas la secousse qu'il peut avoir. Oui, absolument. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, ça fait revenir les gens qui travaillent sur la révolution numérique, sur ce qui s'est passé au moment de l'invention de l'écriture. Et parce qu'effectivement, l'écriture, c'était une invention des dieux. Nous suivions ce que les dieux nous avaient transmis. Et puis, à partir du début du premier millénaire avant Jésus-Christ, l'alphabet grec change tout. Pourquoi il change tout? Parce que, je vais vite parce que ce n'est pas l'objet de notre réunion, mais c'est un moment très important, parce qu'il n'a plus aucune signification qui est donnée. Chaque lettre
représente simplement un son et pas un sens que les dieux nous ont transmis. Et donc, à partir de l'alphabet grec, les hommes se mettent à inventer leur culture, leurs décisions, en sachant que c'est eux, d'ailleurs, ils vont devenir démocrates. Ça part d'eux-mêmes et plus d'une Ça part force d'eux-mêmes. supérieure. Là, ça Voilà. part d'un outil. Et là, ça part pas d'un outil. L'écriture, on peut considérer que c'est un outil. Ça part de nombres. Et non seulement ça part de nombres, alors que notre culture est une culture de mots, mais même les informaticiens, deuxième problème dans le problème, sont incapables de suivre les transformations donc, en quelques secondes d'un système d'IA, puisqu'il modifie l'ensemble des procédures que les hommes lui ont confiées, de telle sorte que même les informaticiens les plus pointus ne peuvent pas décrypter le processus par lequel une IA est arrivée à tel résultat. Vous nous disiez tout à l'heure que la Chine va très vite, les États-Unis aussi investissent. C'est vrai que la recherche et le développement, c'est important, évidemment, pour garder une certaine suprématie dans ce domaine. C'est en train de faire bouger aussi les relations géopolitiques à travers l'IA. Tout. Ouais. Tout. Et on a du mal à suivre, mais absolument tout. C'est-à-dire que et la guerre en Ukraine sert de petit laboratoire à ça, mais on voit qu'on utilise moins d'avions et de plus en plus de drones. Et pourtant, les Russes sont un peu largués par le Oui, développement de l'intelligence mais ça artificielle. donne une idée. En ayant face à nous deux protagonistes qui sont loin des Chinois et des Américains, donc ça donne une idée. On voit bien l'usage des drones. Pourquoi ? Parce que vous ne risquez pas la vie des pilotes d'avion, et parce que, bon, pour différentes raisons, mais et avec un élément très important, c'est que le nombre de drones qui vont être utilisés dans les guerres va passer de quelques milliers à quelques dizaines ou centaines de milliers. C'est-à-dire qu'on estime que d'ici 2030, la production annuelle de drones des États-Unis ou de la Chine sera de l'ordre de 500 000, production annuelle, 600 000, 800 000, 1 million. Ça veut dire que pour gérer très vite 500 000 appareils, vous ne pouvez pas faire autre chose que utiliser l'intelligence artificielle. Ça veut dire que c'est un dessaisissement de la décision humaine dont on ne voit pas ce qui pourrait l'arrêter. C'était important que ce sommet se déroule en Inde. Il y a une symbolique qui est très très forte. On voit qu'il y a une voix du Sud global qui essaie de s'exprimer dans ce développement très très puissant. Oui, qui essaye, qui n'arrive pas. L'Inde dit qu'elle représente le Sud, mais l'Inde, c'est surtout le troisième acteur potentiel de la révolution digitale et de l'IA. Elle en est très loin. Mais potentiellement, compte tenu de sa masse, et la masse est déterminante dans cette affaire, il faut avoir d'immenses bases de données, d'immenses moyens, et un pouvoir politique unifié. On voit les difficultés européennes à coordonner 27 chefs d'État, ou même 5 ou 6 chefs d'État. Donc l'avantage de l'Inde, c'est qu'elle dispose d'un pouvoir politique et de la masse, et d'une culture digitale qui est venue du fait que le développement de la Silicon Valley, dans la Californie américaine, s'est fait en piochant les compétences, il y a longtemps, il y a 10, 20 ans, de l'Inde. Donc elle a tout pour plaire à son propre développement. Avec des ingénieurs qui pourront d'ailleurs peut-être plus aller aux États-Unis à cause des restrictions d'entrée dans le territoire et qui vont rester dans le pays. Mais pour il y avait développer. déjà beaucoup de spécialistes qui restaient en Inde et qui communiquaient avec leurs alter ego en Californie. Donc l'Inde, elle a des avantages comparatifs très importants. Dire qu'elle représente le Sud, ça c'est comme cette grande catégorie du South, Global South, qui représente l'ensemble des intérêts du Sud. Ça marche pas vraiment. L'intérêt, c'est de voir quel rôle l'Inde peut avoir et comment les pays du Nord, notamment la France et les Européens, peuvent s'associer à l'Inde pour essayer de résister à la puissance sino-américaine. Oui, mais quand on voit les investisseurs américains arriver en nombre en Inde, on se dit que les Européens sont largués. Ah oui. Oui. Les projets d'investissement dans l'IA des firmes américaines sont tellement énormes. C'est la même chose en Chine. L'Inde parle de souveraineté, mais accueille à bras ouverts tous les investisseurs dans son pays. Oui, bien sûr. Donc ça sera très difficile de résister à l'avance qui a été prise et surtout la prise de conscience par les pouvoirs américains de l'importance de cette affaire-là font qu'effectivement, on peut douter de notre capacité à rattraper, les écarts. Mais ce qui est très intéressant, c'est la vente des avions de combat français à l'Inde. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a un élément stratégique important du côté français et européen, on peut l'espérer, ou le penser, qu'il faut peut-être essayer quelque chose avec l'Inde parce que nous sommes trop petits pour résister au duopole sino-américain.
On peut se demander si Narendra Modi n'est pas un peu utopiste quand il déclare la jeunesse indienne saura saisir cette opportunité pour innover et exploiter la puissance de l'IA au service d'un monde meilleur. Pendant ce temps-là, c'est Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui a estimé que le monde avait un besoin urgent de règles pour encadrer le développement vertigineux de l'intelligence artificielle. Oui. Duplicité de sa part? Je pense, duplicité pas psychologique, mais de fait objectif. C'est-à-dire qu'il y a une telle puissance des firmes dans cette opération, dans ce développement de l'IA, qu'elles ne cessent de dire qu'il serait bien qu'il y ait une régulation internationale publique, mais elles prennent des dispositions qui vont à l'encontre de ça. De toute façon, elles sont appuyées par un pouvoir politique américain qui est contre la régulation internationale. Et troisièmement, l'évolution est tellement rapide que dire quelles sont les règles qui vont pouvoir encadrer pendant 10 ans. Non. Donc, on a un énorme problème là sur la régulation publique et internationale de l'IA. On voit l'impossible équation pour les Européens, puisqu'il y a cette volonté de réguler, et en même temps, du coup, ça limite, ça ralentit l'innovation. Donc, il y a un équilibre qui est très difficile à trouver pour les Européens. Très difficile, très difficile. On a les moyens scientifiques et pédagogiques, on forme les jeunes qui vont travailler ensuite aux États-Unis, et maintenant qui commencent à aller en Chine. On a tous les moyens pour le faire, mais on a pris du retard. Deuxièmement, on n'a pas des moyens financiers énormes. Et troisièmement, il y a cette division en 27. Là, c'est vraiment une question parmi les plus importantes des questions qui sont posées à la Commission européenne et aux acteurs européens. Vous souleviez un point important dans un article que vous avez publié et que je lisais pour préparer cette interview. C'est vrai qu'on connaissait cette opposition idéologique entre le capitalisme et le communisme d'un côté. Là, c'est autre chose qui était mis en place. Et vous dites que cette divergence ne se tiendrait bien sûr pas dans la digitalisation des sociétés chinoises et américaines, mais dans la façon dont l'IA orienterait la digitalisation. On voit qu'on a changé de niveau de manipulation des masses. On n'est pas seulement à un niveau idéologique, mais beaucoup plus subtil. Oui, bien sûr. Il y a des questions. Alors, il y a les questions d'avance du couple sino-américain sur les autres. Donc, ça pose une question de géopolitique majeure. Et il y a des questions, effectivement, de contenu de cette régulation, de ce développement de l'IA chinoise et américaine, avec un contrôle étatique plus important en Chine et un contrôle de facto laissé aux entreprises plus important aux États-Unis. Il peut se faire que des valeurs éthiques ou civilisationnelles diffèrent entre les deux. On verra, mais ce qui est sûr, c'est que c'est par l'IA que ces enjeux finiront par être non pas résolus, mais abordés. Oui, on voit en tout cas que l'IA est en train de mettre en lumière toutes nos faiblesses. Merci beaucoup, Pierre Bécouche, d'être venu sur ce plateau.